Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. En ce samedi 9 mars, la rétro-info de la semaine, nous allons revenir ensemble avec nos invités pour 1h15, 1h20 de réflexion et d'échange autour des actualités qui ont plus ou moins dominé l'Algérie cette semaine. Nous l'avions évoqué bien évidemment dans le cadre de nos différentes émissions, mais ce soir, avec nos invités. Donc c'est la rétro-info. Nous allons commencer bien sûr par parler de diplomatie, notamment avec cette sortie mardi dernier de l'APS, le président Tebboune et l'autonomie stratégique, donc une diplomatie algérienne qui a cassé le carcan de l'immobilisme. Je vous en lirai quelques extraits tout à l'heure. Une diplomatie qui est devenue plus agressive. Un qualificatif qui a aussi beaucoup fait parler de lui au sein de nos émissions, mais aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une diplomatie, pour qu'elle soit réellement efficace dans l'intérêt d'un État, d'un pays, est-ce qu'elle doit être qualifiée d'agressive? Et sa proposition internationale, donc plus marquée, voilà comment évoque l'APS sur la diplomatie algérienne. Et puis aussi, on nous parle notamment d'une Algérie qui dérange, une Algérie qui est de retour, une Algérie qui dérange, une APS qui revient donc sur les 4 années, un peu plus de 4 années de mandature d'Abdelmadjid Tebboune, qui parle aussi d'une autonomie dans plusieurs secteurs, le militaire, l'industrie, l'infrastructure, le scolaire, une réelle autonomie stratégique innovante. On nous parle aussi de rails, de minerais, de défense, de ports et d'eau aussi, quand on sait qu'il y a encore aujourd'hui certaines villes en Algérie qui attendent l'eau pendant plus d'une quinzaine de jours. Donc on y reviendra, on évoquera cette diplomatie à l'international avec notamment peut-être cette Algérie qui s'isole de plus en plus malgré les annonces. Voilà, vous avez ces quelques images qui défilent. Nous allons revenir sur cette politique internationale avec cette Algérie qui accumule malheureusement parfois les incidences diplomatiques, avec parfois aussi des APS qui dépassent tout entendement. La dernière injure, on peut la qualifier de telle, notamment de caniche envers certains journalistes ou en certains médias de l'étranger comme la France, mais l'APS aussi qui a fait briller par elle-même, notamment en utilisant certains qualificatifs injures depuis maintenant plusieurs années, notamment plusieurs pays ou diplomaties comme les Émirats arabes unis ou encore d'autres pays donc ont pris notamment leur diplomatie. Donc on y revient, on parlera de cette diplomatie. Dans un deuxième temps, nous évoquerons l'ANEP qui a donc changé une nouvelle fois de direction. C'est la sixième fois depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune. On essaiera donc de comprendre en quoi consiste l'ANEP. Donc c'est cette agence qui est donc dont l'État a le monopole, qui est censé donc donner la publicité aux presses. Donc où est l'indépendance, où est la liberté de la presse? Aujourd'hui, certains même évoquent que certaines presses écrites, par exemple, ont beaucoup plus de publicité à l'intérieur de leurs journaux que d'informations. On y reviendra. Et puis dans un troisième temps, nous reviendrons à quelques semaines, à quelques mois de cette échéance électorale, les présidentielles 2024. Eh bien, il y a toujours cette justice qui est utilisée, une justice certainement un outil de répression. Ils sont plusieurs, soit à être derrière les barreaux, soit à être sous contrôle judiciaire. Plusieurs sont sous procès, certains ont été arrêtés. On viendra notamment sur le cas de ces jeunes. C'était jeudi dernier. Donc du côté de la cour de Msila, 8 années de prison pour certains jeunes, donc des détenus d'opinion, des personnes qui se sont exprimées, qui s'expriment. Et puis nous reviendrons aussi sur ces personnalités politiques, ces figures politiques dont certains doivent soit pointer chaque semaine, soit sont encore en prison ou sont sous contrôle judiciaire. Pour en parler avec nous, on parle diplomatie ce soir, le plaisir de le recevoir. On en parlait en début de semaine. Hamid Lelou, bonsoir. Merci pour l'invitation. Hamid Lelou, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes donc directeur de Run for Democracy in Algeria. Normalement, nous avons le plaisir aussi d'accueillir mon confrère journaliste en Algérie, Karim Kébir. Bonsoir. Vos téléspectateurs et vos invités. Merci Karim Kébir d'être avec nous. Et a priori, en deuxième partie d'émission, nous devrions avoir Asdin Toumi. Asdin Toumi est avec nous. Asdin Toumi, bonsoir.
Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir Monsieur Hamid, bonsoir à Karim, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à ce débat. Merci infiniment. Bah, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir pour le début et le démarrage. Merci de vous être libéré. Merci aux équipes en régie vraiment qui font un travail important et de qualité pour nous accompagner. Asdine Toumi, bien écoutez, je vais commencer avec vous en tant qu'opposant, mais aussi en tant qu'activiste, en tant que politique en Algérie. Bon, l'APS qui continue, c'est sorti maintenant depuis plusieurs mois. Alors c'est pas un scoop, hein, nous n'avons pas ici une APS qui donne de l'information, mais qui va toujours dans le même sens. Hein, d'ailleurs, qui ne revient jamais, par exemple, sur les détenus d'opinion, sur certains procès d'activistes ou lorsque certaines ONG portent des critiques positives ou négatives, mais qui reviennent souvent et régulièrement sur le mandat et dans un sens positif d'Abdelmadjid Tebboune. C'était mercredi dernier, voilà, notamment, on va évoquer cette première partie ensemble autour de la diplomatie algérienne. Dernière en date, donc, on rappelle que samedi dernier, donc, avait ce 7e sommet où les pays exportateurs de gaz étaient conviés donc à Alger. Derrière ça, une réunion sur le Maghreb en tripartite a eu lieu. La Libye, la Tunisie et l'Algérie. Le Maroc n'a pas été convié. Bon, point d'interrogation, mais on peut éventuellement comprendre. Mais la Mauritanie aussi a été zappée. Voilà, Asdine Toumi, on commence avec vous. On nous parle d'une diplomatie algérienne qui a cassé les carcans. On nous parle vraiment d'une nouvelle ère avec Abdelmadjid Tebboune. Et pour terminer, je vous donne la parole à tous les trois sur cette question. Il est même signalé au sein de l'APS que l'ère de Bouteflika est terminée, que depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, tout a changé, comme si Abdelmadjid Tebboune était un nouveau et un arriviste, alors qu'il faisait partie de l'ancien régime. Il faut toujours se rappeler que celui qui avait mis fin directement au règne de Bouteflika était le peuple algérien avec le Hirak, parce que le régime a tendance à chaque fois de s'approprier ce Hirak. Donc il est toujours utile de se le rappeler. Après, vous savez, quand vous voyez un chef de l'État qui va au sud du pays avec la mobilisation de beaucoup de moyens pour ouvrir une zone franche avec un pays frère, certes, la Mauritanie, je schématise un petit peu, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai eue d'un pays qui n'a de porte de sortie ou de porte d'ouverture que celle-là. Nous sommes arrivés à une situation où l'Algérie a peu d'armées ou pas d'armées du tout dans notre région et de par le monde. Donc ça, c'est le résultat d'une politique. Et c'est à l'image du chef de la diplomatie algérienne. C'est ce ministre qui était absent pendant je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, 19 ans, 18 ans, 20 ans. Mais en tout cas, le dernier poste qu'il avait occupé en tant qu'ambassadeur à Londres, c'était en 2004. En 2004, et quand il était ministre des Affaires étrangères, il y avait encore Moubarak, Kadhafi, Hafez al-Assad. Le monde a changé. Je pense que notre politique étrangère n'a pas évolué. Elle n'a pas su capter tous ces changements, tous ces changements dans les forces existantes, dans la géostratégie, etc. Et notre diplomatie n'a pas pu s'adapter. Et ça, c'est dû certainement à la nature de ce système qui n'a pas évolué dans sa globalité. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et moi, je trouve pas normal que notre diplomatie soit réduite à deux causes, principalement deux causes qui sont le Sahara occidental et la Palestine. Je pense qu'on doit s'ouvrir sur autre chose. Les Hamid, peut-être, et certainement, il connaît mieux que moi ces choses-là. Et je pense que la diplomatie, il n'y a pas de place à la naïveté ni au sentiment. Donc la diplomatie, c'est basé sur les intérêts.
et il faut mettre en priorité l'intérêt de l'Algérie et du peuple algérien avant tout. C'est bien de défendre les causes, il faut rester dans toutes les bonnes causes, bien sûr, il faut se mettre de côté toutes les bonnes causes, mais il faut voir l'intérêt du pays. Donc aujourd'hui, c'est quoi le résultat? Voilà, une Algérie, par rapport à l'Europe, on n'a pas une bonne relation. Par rapport aux voisins, au Maroc, c'est la même chose. Au Mali, le Niger, la Libye, donc tout est problématique par rapport à notre diplomatie. Mais en 2 minutes, l'échec du BRICS, BRICS aussi, c'est pas un échec économique, c'est un échec diplomatique et politique de l'Algérie. Il faudrait que le pouvoir assume ses responsabilités. Et le peuple algérien n'a eu même pas le droit à des explications du pourquoi, etc. Même s'il n'y a pas eu de débat sur cette intégration, est-ce qu'elle est utile ou pas. Il y avait un débat à sens unique sur les plateaux de télévision par des pseudo-spécialistes qui ont donné l'impression aux Algériens que l'Algérie, ça y est, elle a mis les pieds dans le BRICS, etc. Et finalement, quand il y a eu l'échec, et on a vu de quelle manière, donc personne n'assume. Voilà, donc aujourd'hui, le résultat, il est là. Une bonne diplomatie, c'est les résultats positifs qui vont venir après. Dans l'arrivée des investisseurs, des alliés, de nouveaux amis, des alliances, etc. Et en plus de ça, c'est comment dirais-je, la diaspora, les conditions de la diaspora à l'étranger. Voilà les Algériens qui sont de par le monde, qui sont en train de se battre pour s'imposer avec leurs idées, avec leur culture, avec leur niveau, etc. Merci, restez avec nous, Azdine Toumi. Je reviens à vous. Hamid Lelou est avec nous ce soir. Effectivement, on a le plaisir de la voir souvent sur ces questions qui sont liées à la géopolitique, questions internationales, diplomatiques aussi. Hamid Lelou, quand on entend aussi le tableau que nous dresse Azdine Toumi, d'abord, il est au pays, il vit aussi le quotidien, parce quand on parle de diplomatie et de politique étrangère, c'est aussi dans une volonté de développer les choses pour le pays et donc pour le peuple. Question un petit peu directe et peut-être simple. Là, depuis 4 ans, effectivement, même si on a une APS qui vante les mérites d'Abdelmadjid Tebboune en disant que l'époque d'Abdelaziz Bouteflika s'est terminée, que les choses elles ont changé alors qu'il faisait partie de ce régime, comment en cette rétro d'ailleurs de la semaine, comment vous pourriez nous définir cette politique étrangère d'un peu plus de 4 ans maintenant, puisque les voyants sont quand même au rouge, Hamid Lelou, le Maroc, le Mali, le Rwanda, le Niger, l'Espagne, le Congo, la France. Cette visite a totalement disparu. Maintenant, c'est la Mauritanie, des injures, des insultes aussi en termes de communication. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de s'isoler de plus en plus au sein de ce pouvoir, un comportement qui relève d'un peu de la schizophrénie, puisque ça peut créer aussi et mettre en danger un pays? Alors tout d'abord, j'aimerais bien saluer le courage et l'engagement de nos amis Si Karim et Si Azdine, qui ont quand même l'engagement de présenter leurs analyses à partir d'Alger. C'est tout à leur honneur. Ça, c'est d'un. De deux, la politique étrangère algérienne, et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Comme disait Si Azdine, le régime ou le système algérien ne s'adapte pas aux changements globaux, aux changements géostratégiques. Ils sont toujours à la traîne. Parce qu'ils sont condamnés du fait de leur identité ou bien l'identité qu'ils veulent se donner. C'est un régime qui se donne cette identité d'héritier légitime de la révolution algérienne. Une grande révolution qui a marqué l'époque des années 50-60 et aussi un petit peu l'après-guerre mondiale. Et du coup, le seul moyen de justifier sa présence, ce régime, c'est de continuer à revendiquer cette légitimité. Et quand vous continuez à revendiquer cette légitimité qui est grandiose, qui est belle, qui est tout, sauf que
il faut avoir les moyens de le faire, il faut être vraiment légitime, sincère et honnête pour le faire, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, ça a pu continuer un petit peu dans les années 60, 70, plutôt 80, et après cette crédibilité, ils ont commencé à la perdre de plus en plus. Et du coup, ils donnent l'impression d'avoir des positions de principe indéboulonnables, intouchables sur la défense des droits des pays à l'autodétermination et tout ça, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Donc, ça reste des engagements dans la parole qu'ils présentent comme étant quelque chose de grandiose, quelque chose de bien, quelque chose tout à l'honneur quand ils défendent la cause palestinienne ou bien la cause sahraoui. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de ces engagements? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Est-ce que les Palestiniens se portent mieux qu'avant? Est-ce que les Sahraouis se portent mieux qu'avant? Est-ce qu'il y a des résultats concrets? Non, ben, les faits le montrent sur le terrain. Et pourquoi justement, pourquoi Hamid Lelou, le fait que ce pays continent, c'est le plus grand pays d'Afrique, pourquoi est-ce que cette politique étrangère qui est vantée avec tous ses mérites d'un côté de la part du pouvoir, alors encore une fois malheureusement il n'y a pas de médias pour s'opposer et puis créer des débats, etc. Pourquoi est-ce que cette diplomatie, elle n'a pas de sens quelque part, elle a peut-être un objectif mais qu'elle n'arrive pas à atteindre, ou est-ce qu'elle n'a réellement pas de volonté de développement, pas de compétences? Il y a une diplomatie, mais voilà, aucune pression par exemple pour le conflit aujourd'hui, est-ce que subit les Palestiniens pour exemple, mais il y en a d'autres. En cette crise, en cette période de géostratégie, l'Algérie aurait pu se positionner sur le podium en termes de fournisseurs de gaz pour l'Europe. Et on sent qu'aujourd'hui, rien n'a bougé. L'Algérie ne produit pas plus et ne vend pas plus de gaz alors qu'elle a une réelle carte à jouer. Donc ce sont des rentrées d'argent, des recettes et c'est du bénéfice pour le peuple. Absolument. Donc, pour éviter d'aller se perdre dans les généralités, je vais donner un exemple bien concret, puisque vous avez cité le cas du Gaza, le cas de la résolution des Nations Unies. D'abord, une diplomatie sans une économie forte, indépendante, productive, sans une armée professionnelle aussi indépendante, vous ne pouvez pas faire de diplomatie. Ça, c'est d'un. Maintenant, un exemple concret, quand il y a vu l'Algérie comme elle siège maintenant aux Nations Unies pendant 2 ans, ils ont présenté ce projet de résolution de condamner les exactions sionistes, bien sûr, ça c'est tout à fait légitime, mais aussi pour faire un appel pour un cessez-le-feu immédiat. Alors, c'est quoi l'art de la diplomatie? L'art de la diplomatie, c'est de négocier et c'est du donnant-donnant. Le meilleur moyen de gagner en diplomatie, c'est d'aller dans cet esprit de gagnant-gagnant. Moi, je gagne quelque chose et l'autre partie gagne quelque chose. Ça, c'est d'un. De deux, je négocie quand je suis en position de force. Les meilleures négociations qui réussissent, c'est quand celui qui est en position de force va vers la table et négocie. Parce que là, il a un levier, il a quelque chose à proposer. Même s'il peut écraser l'autre partie, il ne faut pas le faire. Il faut toujours donner quelque chose, faire peut-être croire à l'autre partie que vous leur donnez quelque chose, mais en contrepartie, vous récupérez beaucoup plus puisque vous êtes en position de force. Justement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé avec cette résolution, la dernière résolution avec les Nations Unies? Et moi, je l'avais expliqué à l'époque, j'ai dit ça sera un échec. Pourquoi? Alors, vous présentez un projet de cessez-le-feu aux Nations Unies et vous avez 2 possibilités. Ou bien vous le faites de manière frontale avec takhsar taghannant, tarajul comme on dit. Et là, vous savez que vous allez échouer parce que beaucoup d'autres avant vous ont échoué. Même les Russes n'arrivent pas à faire face au veto américain. Et comme les Américains sont là avec les sionistes, d'Alima Omedloma, comme ils disent, donc vous savez qu'en partant avec une résolution qui va condamner sans laisser des portes de négociation, d'échange, etc. Donc, vous allez vous confronter à un refus catégorique de la part des Américains. Ce qui s'est passé. Alors, pourquoi vous le faites?
vous le faites pas parce que vous êtes intéressé par la cause palestinienne, mais parce que vous êtes intéressé par votre réputation. Vous voulez vous présenter comme le modèle qui présente devant les Américains, qui défie les Américains et qui va porter une résolution devant les Nations Unies. Le résultat est là, un échec flagrant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est là, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, si on a l'art de la négociation, si on a vraiment cet esprit de vouloir quelque chose, même si dans l'esprit, ils étaient partis pour des négociations juste pour gagner 1 heure de cessez-le-feu, ça aurait été un succès parce que personne n'a réussi à le faire. S'ils étaient partis avec ça en disant, voilà, on va prendre les parties palestiniennes, on va prendre les autres parties qui sont proches des Américains, ou bien les Américains même, et s'approcher d'eux et d'essayer de trouver un terrain d'entente du donnant-donnant et se rapprocher justement, puisqu'ils disent qu'ils sont médiateurs, qu'ils peuvent s'approcher des parties palestiniennes, le faire avec les parties palestiniennes, le faire avec les Qataris, avec lesquels ils semblent avoir de bonnes relations, et à la fin, ne serait-ce que gagner un cessez-le-feu d'une heure, et en contrepartie, convaincre l'autre partie palestinienne de donner quelque chose. Et c'est comme ça l'art de la négociation au sein de la diplomatie. Maintenant, toute cette mascarade qui est couverte avec des louanges, avec une autosatisfaction, j'aimerais bien ajouter un mot. Je pense que Seazdine, il a beaucoup dit là-dessus et je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup de gens. Je vous laisse réagir là-dessus. Je vais revenir à vous. Je vous laisse terminer là-dessus. On va donner la parole dans un instant à mon confrère Karim Kebir en Algérie. Allez-y, Hamid Lelou. Je vous laisse terminer là-dessus. Absolument. Moi, j'aimerais bien réagir sur un petit peu ce comportement un petit peu voyou de l'agence de presse. Je pense qu'il y a un syndrome, on appelle le syndrome de l'excès de zèle. Je pense qu'il y a des gens dans les institutions algériennes, y compris l'APS, qui sont incompétents. Ils ont ce syndrome d'excès de zèle. Ils veulent faire plus, un peu trop, pour plaire à leur patron et aussi pour maquiller et cacher leur incompétence. Donc, c'est vrai que le pouvoir, il n'a pas ses compétences, mais c'est pas toujours le cas. Il faut aussi prendre la chose du point de vue psychologique et dire que au niveau des institutions, il y a des gens qui font du zèle et c'est pas forcément des directives qui viennent directement d'en haut, mais c'est le gars, le sous-fif qui lui croit qu'il faut qu'il fasse ça pour plaire à ses patrons. Merci. C'est vrai qu'on a du mal à se situer. Alors parfois c'est du zèle, parfois c'est des injures, parfois ça relève d'un SMS d'un enfant en élémentaire quand on termine comme la semaine dernière une APS. Salut à bon entendeur. Vous pouvez retrouver notamment ce communiqué. On se pose des questions. Karim Kebir avec nous. Merci d'avoir patienté. Rebonsoir, cher confrère. Karim Kebir, d'abord une réaction sur ce communiqué où effectivement ce communiqué, bon, censé relever de la presse et du journalisme, voilà, met à l'écart, parle d'une illusion dont s'est gargarisé l'ancien régime. Est-ce que réellement les choses elles ont réellement changé d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique intérieur, puisque dans ce communiqué, dans cet écrit en tout cas, il relève aussi de la politique un peu intérieure. Voilà, il est remis en question l'ancien régime de Bouteflika sur les 20 années au pouvoir. Est-ce que réellement les choses elles ont changé avec Abdelmadjid Tebboune qui nous parle d'une nouvelle Algérie? Alors, je n'ai pas de retour. J'espère qu'on vous entend. Oui. Oui, très bien. Je vous entends très bien. Autant pour moi. Très bien. Je vous en prie, Karim Kebir, allez-y. Voilà, donc je vous disais qu'on a souvent joué sur le registre de l'amnésie. Mais si vous vous rappelez bien, les premières années de Bouteflika, justement, on ne cessait pas de dire que l'Algérie est revenue sur la scène internationale, que maintenant elle a sa voix, elle compte, parce qu'il commençait à voyager, surtout qu'on sortait d'une situation un peu terrible. Aujourd'hui, en fait, on nous resserre le même discours.
C'est-à-dire que il y a une démocratie, plutôt une diplomatie active, et une diplomatie, alors que tout le monde voit quand même les résultats. Les résultats, bon, mes amis l'ont déjà évoqué, lorsque vous voyez que même le Mali, qui était un allié stratégique de l'Algérie depuis son indépendance, et qui a fait des pas de tourner le dos, le régime nigérian qui a rejeté l'offre algérienne. Nous avons des problèmes avec l'Espagne, avec le Maroc, avec la France. C'est toujours le même problème, avec les Émirats arabes. Donc, mais on ne peut pas objectivement s'attendre à autre chose à part l'autoglorification. C'est donc beaucoup plus un discours qui est destiné à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un discours propagandiste destiné à l'intérieur. Parce qu'à vrai dire, ça, c'est pas moi qui le dis. De toutes les façons, il y a des gens qui sont mieux que nous, qui sont mieux placés, qui sont, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'espace où s'exprimer, mais de temps en temps, ils trouvent quelques canaux comme ça qui leur permettent de s'exprimer, qui disent que la diplomatie, la force de la diplomatie, elle reflète exactement la politique intérieure d'un pays. C'est d'abord ce que vous faites avec votre peuple qui va se refléter à l'étranger. C'est vrai qu'il faut avoir une puissance militaire, avoir une grande économie, mais avoir aussi des libertés, avoir quand même comment vous c'est-à-dire le niveau de votre développement. En même temps, on a l'impression de toutes les façons, depuis un certain nombre d'années maintenant, ça ne date pas de ces dernières années, mais depuis quand même un moment, on a l'impression que l'Algérie ne dispose pas de doctrine, c'est-à-dire une boussole. Ce n'est pas normal, par exemple, que dans le dossier libyen, on a été pratiquement mis à l'écart. Hein. Ça, il faut l'avouer aussi. Alors que c'était un Mali aussi. Mais tout ça parce que les étrangers aussi, et ça, je reprends aussi des trucs qui ont été dit par des gens qui sont très bien placés, qui ont même eu à gérer ici en Algérie. Ils vous disent que parce que nous n'avons plus de visibilité, parce que les gens à l'étranger, les gouvernements ne savent plus comment composer avec nous, parce que beaucoup de choses. Je vous cite l'exemple, par exemple, sur le plan économique. Quand vous imposez la règle 51-49 et puis vous chargez vos ambassadeurs de la vendre, comment ils vont la vendre aux étrangers, aux investisseurs? Ce n'est pas évident. Donc même les ambassadeurs, quand ils sont à l'étranger, parfois ils se retrouvent un peu dépourvus des outils de persuasion. Parce qu'à l'intérieur, justement, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre exactement quelle est la politique qu'on doit adopter, quelle est la stratégie économique qu'on doit faire, sur les échéances, sur quelle perspective on va s'engager, quelles sont sur les alliances stratégiques, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que cette forme d'illisibilité fait que les pays étrangers peinent parfois à engager des Mais c'est dû à quoi, Karim Kébir? Restez avec nous quelques minutes encore. Selon vous, c'est dû à quoi? Parce qu'on essaye de comprendre quand on sait que samedi dernier, donc, il y avait le sommet qui réunissait les pays exportateurs de gaz en Algérie. Juste derrière, il y a cette réunion tripartite pour le Maghreb, le grand Maghreb, mais Abdelmadjid Tebboune et sa diplomatie donc ignorent le Maroc. Bon, ça, à la limite, on pourrait effectivement comprendre malheureusement les choses, mais la Mauritanie qui est présente en Algérie est totalement ignorée de ce rendez-vous, zappée, peut-être éloignée, marginalisée, alors que dans les heures qui suivent, le président algérien appelle son homologue, qui est d'ailleurs en Algérie, en le remerciant de sa présence sur le sommet et puis en lui faisant un petit retour sur ce rendez-vous. Pourquoi est-ce que ça navigue à vue? La diplomatie, c'est un problème clanique. Elles ont du mal à se mettre d'accord et à prendre des décisions, parce que quand on réunit la Tunisie, la Libye autour d'une table et qu'on oublie
la Mauritanie et le Maroc, logiquement, ça doit être pensé, non? Et effectivement, c'est ce que je vous disais, le reflet de la politique interne. C'est-à-dire, si on n'a pas de visibilité au niveau externe, c'est parce que justement au niveau interne, on n'est pas d'accord sur une vision à long terme. Parce que gérer un pays continent comme l'Algérie suppose quand même d'avoir une vision sur 50 ans, sur un siècle, sur l'évolution, prendre la mesure des chamboulements géostratégiques et définir une stratégie en conséquence. Or, ce n'est pas le cas parce qu'on est beaucoup plus préoccupé pour gérer nos contradictions internes, nos problèmes internes au détriment d'une vision à l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis que la diplomatie, c'est le reflet de ce qui se fait au niveau interne. Et si à l'intérieur, nous avons un fonctionnement institutionnel transparent, et puis il y a une forme de débat où, par exemple, le ministre des Affaires étrangères descend devant un parlement qui est démocratiquement élu, il va s'expliquer, il va être interrogé sur la stratégie de l'Algérie, sur certaines questions, on aurait eu cette visibilité. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous ne savons plus comment sont définis les intérêts de l'Algérie et pratiquement, on n'est pas tenu informé. De toutes les façons, nous ne savons rien. Personne ne peut nous expliquer, par exemple, pourquoi, à l'époque de Bouteflika, on a décidé d'effacer les dettes de certains pays africains et en retour, on n'a pas gagné parce qu'en définitive, si vraiment c'était pensé, on aurait eu aujourd'hui beaucoup de pays africains avec nous. Or si vous comptez, les Africains, de plus en plus, nous avons quelques difficultés pour avoir justement cette influence en Afrique, alors que nous avions les instruments nécessaires. Nous avions des dirigeants qui ont été formés ici en Algérie. C'est pour ça que je vous dis, si nous avions eu une doctrine, c'est une doctrine mais qui porte sur plusieurs années. Et ça, cela suppose des consensus internes, et ces consensus, il ne peut pas se faire si le fonctionnement est toujours dans l'opacité, et il n'y a pas cette association justement de la population, de ces différents segments, des partis politiques, ainsi de suite. Et c'est ça notre talent d'Achille. Restez avec nous, Karim Kébir. Asdine Toumi, je reviens à vous. D'abord, je lis juste deux petits extraits aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent. Alors, on parle aussi d'un activisme diplomatique du président Tebboune, le président algérien, qui n'a été guidé que par cette obsession, donc depuis 4 ans, de mettre à l'abri deux choses. Si je puis me permettre, donc à l'abri les deux points, le peuple et l'État algérien. Donc un président qui a mis à l'abri le peuple et l'État algérien. Et puis aussi pour vous reciter un petit extrait pour revenir un peu à l'ère de Bouteflika, dans l'illusion de puissance dont s'est gargarisé l'ancien régime. Donc vous avez compris que c'est l'ère des 20 années au pouvoir de l'ancien chef d'État durant 2 décennies. La réalité brutale des rapports de force internationaux était en défaveur d'une éclosion d'une Algérie, Asdine Toumi, une réalité brutale des rapports de force. Je pense qu'elle n'est pas plus brutale, elle ne peut pas être plus brutale aujourd'hui avec ce qu'on peut entendre. Voilà, vous pouvez réagir là-dessus parce que vous êtes en Algérie à la veille de ce mois aussi de Ramadan qui arrive, Inch'Allah, dans 48 heures. Président Tebboune, donc, qui a mis à l'abri le peuple algérien. Et j'aimerais aussi surtout avoir votre avis sur ce rendez-vous du Grand Maghreb en Algérie, avec 2 autres pays, mais la Mauritanie et le Maroc ont été zappés, alors que pendant le même temps, il faut rappeler donc le pouvoir algérien a donné des locaux pour que donc le mouvement du RIF, indépendantiste marocain, donc puisse avoir des locaux sur Alger. Rappelons-nous, il y a quelques années, quelques mois peut-être, de cette réunion, de la rencontre des factions palestiniennes, etc. On est aujourd'hui, on a vu comment Gaza s'est fait massacrer par Israël, sans qu'on voit
cette unité de faction se traduire sur le terrain. Donc tout le monde connaît ce qui se passe. Donc on est dans la même logique. Moi, je reste persuadé que ce grand Maghreb dont rêvent ces peuples ne peut se concrétiser avec ces régimes actuels. Tous ensemble, c'est quand il n'y a pas de légitimité populaire, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit. Je pense que c'est des régimes qui ne sont pas en cohérence avec les aspirations de nos peuples, frères, voisins et frères. Voilà, donc après, j'aimerais revenir sur... Moi, je pense que l'APS, comme les médias publics, ENTV, radio, etc., sont réduits au rôle d'organes de propagande du pouvoir. Et il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus de professionnalisme, il n'y a plus... donc voilà, après la presse écrite privée, qui peut critiquer aujourd'hui? Chaque jour, on voit les unes de la presse écrite et on regarde les télévisions privées. Il n'y a pas un seul mot où il y a des critiques vis-à-vis de la politique du pouvoir. Voilà, donc nous sommes dans ce schéma-là. Mais à la fois, on a un pouvoir actuel qui a envie de transmettre. Dans quelques instants, on évoquera l'ANEP qui concerne les médias, mais peut-être pour rester aussi dans votre analyse. D'un autre côté, on a aussi un pouvoir qui tente de faire passer des messages régulièrement pour démontrer qu'il y a eu un changement. Notamment, là, on met en contradiction l'ancien régime les anciennes mandatures d'Abdelaziz Bouteflika, alors que il n'y a pas réellement de changement. Enfin, nous qui essayons d'analyser et de voir un peu ce qui bouge en Algérie, c'est pas le cas. Il y a une continuité. Même certains, d'ailleurs, analystes et observateurs en termes de diplomatie, disent qu'Abdelmadjid Tebboune, depuis 4 ans et sa diplomatie, ont totalement bousillé, excusez-moi du terme, mais les acquis, puisque du temps de Bouteflika, il y avait une autre politique peut-être étrangère, en tout cas, qui était beaucoup plus stable que celle qu'aujourd'hui. Oui, en tout cas, moi, je ne fais pas partie peut-être des personnes qui ont la nostalgie ou qui regrettent le temps Bouteflika. Et il est toujours utile aussi de se rappeler que plus de 50% du peuple algérien était dans la rue pour s'opposer au régime de Bouteflika, pour mettre fin au régime de Bouteflika. Si aujourd'hui le pouvoir, pour la énième fois, il essaye de manipuler en disant à chaque fois, il nous sort l'histoire que l'Aïsaba, il bloque l'administration, ils essayent de revenir, etc. Cette lutte de clan ne concerne pas le peuple algérien. Justement, le Hirak était sorti dans la rue pour demander un vrai changement et pour se sortir de cette logique de clan et d'alternance au pouvoir par des clans. Le Hirak, il veut aller vers l'alternance au pouvoir dans la transparence, dans la démocratie, le retour de la légitimité du peuple, etc. Et le pouvoir, à chaque fois, il nous mène sur ce chemin-là pour nous imposer le débat, le retour de l'Aïsaba, etc. Et ce schéma-là ne nous concerne pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, il y a des priorités. Vous venez d'évoquer la liberté de la presse, par exemple, les libertés en général, etc. Donc ça d'abord, il faut pour nous tous, partis politiques, militants, journalistes, etc., d'abord retrouver notre droit à exercer la politique, à être un journaliste indépendant, à créer une association, etc., à écrire à exposer ses idées sur Facebook ou ailleurs, à avoir des débats de société sur des questions qui sont pour le pouvoir tabou, or que elles mettent en œuvre l'intérêt du pays, l'avenir du pays. Tout doit être discuté aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des débats de société. Moi, je pense que ce régime, avec toute sa propagande, avec tous ces mensonges, je pense qu'il est en train de faire perdre un temps fou pour l'Algérie et pour les Algériens. Il y a, comme l'a dit Hamid,
il y a une accélération dans la dynamique mondiale, dans la géostratégie, dans les rapports de force qui sont en train de changer, etc. Il y a énormément de défis et c'est pas avec un régime pareil, c'est pas avec une diplomatie pareille, c'est pas avec l'impasse politique dans le pays, avec cette crise politique qu'on pourra faire face. D'ailleurs, je vais faire le lien peut-être avec le changement à la tête de l'ANEP et puis à la semaine alors je vous laisse, je vous garde, je vais juste à l'aéroport, etc. Oui. Je vais juste envoyer donc la petite introduction sur l'ANEP et vous réagissez juste derrière. Voilà une des actualités aussi cette semaine, c'est l'ANEP, l'entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité, qui a vu le jour en 67 en Algérie, développer donc un certain nombre d'activités, récupérer aussi tous les fonds publicitaires dans les années 90. Ahmed Yahya, ancien Premier ministre, donc qui signe un décret instituant le monopole de l'État sur les annonces, notamment. Donc c'est une agence qui récupère l'argent, pour être clair, et qui la distribue aux médias afin qu'elles puissent faire leur travail. Sauf que c'est l'État qui en a le monopole, donc comment peut-on parler de liberté? En tout cas, c'est le cinquième ou le sixième, en tout cas c'est 5 et 6 personnes qui sont arrivées donc en tant que PDG pour diriger l'ANEP. Dernière en date, donc c'est la sortie de Sihem Derarja, donc qui a pas terminé son mandat, non, qui sous les ordres d'Abdelmajid Tebboune, donc le ministre de la Communication Mohamed Lagab, donc a nommé clairement un nouveau PDG au nom de Kamel Messaoud précisément. Alors, allez-y, Yazdine Toumi, peut-être 2 mots sur l'ANEP, puisque vous étiez dessus, et on va faire réagir juste derrière nos autres invités. Oui, je disais, je ferai le lien sur ce climat d'instabilité d'une manière générale. Nous sommes face à une situation où le régime n'arrive pas à stabiliser un responsable dans un poste plus d'une année, 2 ans, 3 ans. Donc on est dans cette image d'un pays instable sur le plan politique et sur d'autres plans. Et c'est ce qui est en train d'entraîner ce climat d'incertitude où il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance. Donc les investisseurs, ils ne viennent pas. Il y a un manque de confiance, en fait, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et au-delà du fait que l'ANEP et Karim s'étalera mieux que moi sur cette question, au-delà que le fait que cet organe est utilisé comme un levier, comme un outil de chantage vis-à-vis de la presse. Et on connaît tous les chantages, Karim parlera mieux que moi, il connaît mieux que moi ce domaine-là. Donc, quand d'abord c'est le chantage financier de la publicité et puis de l'imprimerie nationale, si ça marche pas, c'est les pressions avec des procès sur les journalistes, etc. Et sinon, c'est l'organe de presse n'abdique pas, c'est la fermeture, c'est l'emprisonnement. Et le Qadi Hassan, on a fait les frais. Donc voilà, le pouvoir, il est déterminé à faire taire toutes les voix discordantes. Après, la presse, pour lui, c'est des tribunes qui étaient ouvertes aux opposants et aux militants pour exposer leurs idées, etc. Donc il faut fermer cet espace comme il a fermé l'espace, le champ politique. Donc et toute cette panoplie des lois et faisait la publicité comme étant c'est pour la promouvoir le journalisme et d'autres. Mais réellement l'objectif du pouvoir, c'est de restreindre les espaces et pour pouvoir se maintenir. Voilà, son seul projet, c'est comment se maintenir au pouvoir.
Merci, restez avec nous, Azine Toumi. Je reviens à vous dans un instant. Hamid Lelou, vous m'en parliez aussi cet après-midi lorsqu'on a échangé un peu sur les axes de ce soir. Voilà, c'est un sixième personne qui est nommée. Effectivement, ça, c'est signe d'instabilité. 4 premiers ministres, plus de 3 ou 4 ministres des Affaires étrangères, plusieurs walis. Enfin, déjà, d'un point de vue général, ça suscite quand même, encore une fois, l'instabilité sur ces 4 années au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Mais cette ANEP, effectivement, une agence, l'État a le monopole, on récupère l'argent de la publicité, on la distribue à d'autres médias. Comment peut-on avoir une presse libre, sans pression? Et qui dit monopole ne dit pas aussi quelque part un petit peu corruption? Voilà, c'est une question qui se pose aussi. Il y a même certains journalistes qui disent clairement que, alors peut-être que aussi Karim Kebir nous en dira 2 mots, et les questions voilà, vont pour vous et pour Karim Kebir, comme ça je ne réitérerai pas ma question, pardon, mais de nombreux titres, je vais y arriver, de presse ont été créés artificiellement pour bénéficier des budgets de l'ANEP, de la publicitaire de l'ANEP, une agence qui fait beaucoup de polémiques depuis plusieurs années. Hamid Lelou. Je disais, la NEP, c'est un gros morceau. Elle mériterait une émission complète là-dessus. Mais si vous vous permettez, si Chaban, vite fait, en 30 secondes, j'aimerais bien réagir sur la non-participation de la Mauritanie à ce sommet maghrébin. Je vous en prie. Moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec vos invités. Je partage beaucoup de leurs idées que j'estime beaucoup. Mais je pense que logiquement, je ne pense pas que le régime algérien, indépendamment de son incompétence, n'ait pas pensé à inviter la Mauritanie. Ça serait vraiment gros. Je ne pense pas. Stratégique? Non, même pas. Même pas. Le problème, c'est que la Mauritanie est dans une situation très inconfortable quand il s'agit de cet axe qui n'arrive pas à se mettre d'accord entre Alger et Rabat. La Mauritanie partage les frontières avec l'Algérie et avec le sud du Maroc, ou bien ce que vous appelez le Sahara occidental. À aucun moment, la Mauritanie n'a participé à une initiative maghrébine initiée ni par l'Algérie ni par le Maroc. La Mauritanie ne peut pas participer parce qu'elle ne veut pas offenser l'autre partie. Elle n'a pas les moyens de faire face à la colère algérienne ni à la colère marocaine. Du coup, quand il s'agit d'initiatives marocaines ou d'initiatives algériennes, les Mauritaniens ils restent assez neutres parce qu'ils peuvent pas, ils sont vraiment dans une situation très inconfortable. C'est un petit pays de 4 millions d'habitants, ils ont de petites ressources, ils peuvent pas se frotter ni aux Algériens ni aux Marocains, du coup ils la mettent en sourdine. Le jour où les Marocains et les Algériens se mettront d'accord, à ce moment-là, la Mauritanie n'aura aucun problème à se joindre à l'unité maghrébine. Ils ne sont pas contre l'unité maghrébine, mais ils ne peuvent pas se frotter ni aux Marocains ni aux Algériens. Ça, c'est juste une parenthèse, je voulais réagir. Je ne pense pas que le régime algérien n'aurait pas aimé avoir la Mauritanie, mais ils ne pouvaient pas les avoir autour de cette table. Pas maintenant. Ça, c'est sur la Mauritanie. Maintenant, la NEP. La NEP, comme je vous l'ai dit ce matin, la NEP, c'est la caisse noire de la sécurité algérienne. C'est la sécurité de la police politique algérienne qui utilise la NEP justement pour acheter les journalistes, parce que dans une politique, dans les régimes, qu'ils soient totalitaires ou autres, il y a 2 facteurs qui sont très, très importants. Ici aux États-Unis, on dit « Show me the Benjamins », ça veut dire « Montrez-moi l'argent, suivez l'argent ». Vous voulez la force, vous voulez le pouvoir, vous voulez les choses concrètes, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, le système algérien utilise l'argent pour manipuler la presse algérienne. On nous parle de 180 journaux, les télés privées, etc., etc. Mais bien sûr, c'est pour la propagande. Mais en même temps, il les tient avec 2 choses. D'une, c'est l'argent. L'ANEP sert à financer ces journaux et on vous finance à travers cette publicité en achetant des espaces publicitaires. On vous donnera cet argent si vous vous alignez sur la ligne éditoriale qui est dictée et orchestrée par les services de la police politique. Autrement, vous ne l'avez pas. Et on a vu des journalistes
et des médias algériens plus ou moins indépendants qui en ont fait les frais. Et les derniers en date, c'est bien sûr Maghreb TV, Maghreb émergent, etc., parce qu'ils ne s'alignent pas sur la ligne éditoriale du régime en force en ce moment en Algérie. Ça, c'est d'un. De deux, c'est les lois aussi. Les lois, elles sont faites de manière à ce que on vous donne, par exemple, la possibilité d'exercer sans pour autant avoir des autorisations définitives. Si vous voyez, par exemple, les télévisions privées algériennes, leur statut, il est vraiment, comment dirais-je, c'est un statut, j'arrive pas à trouver le mot, précaire. Voilà le mot, précaire. Ils ont un statut très, très précaire parce qu'il n'y a pas de loi qui dit que vous pouvez, par exemple, notre ami Karim Rabah, Kibir plutôt, il est journaliste quand le régime a envie de le présenter comme journaliste. Il pourra nous expliquer la carte de journalistique, comment on l'acquiert en Algérie. Il y a par exemple le journaliste Khaled Drarni. Il a travaillé à la télévision algérienne, la télévision privée, il a fait des interviews même avec Tebboune. Du jour au lendemain, on lui dit vous n'êtes pas journaliste parce que vous n'avez pas de carte de journaliste. Donc cette précarité, elle est du point de vue institutionnel et du point de vue financier. Et tout ça, c'est pour, bien sûr, avoir un contrôle, une main basse sur cet outil qui est très, très important parce que quand vous contrôlez l'information, vous contrôlez plus que la moitié. Quatrième pouvoir. Merci Hamid Lelou. Je reviens à vous dans un instant. Alors, il est avec nous, effectivement. C'est bien aussi de le recevoir ce soir. Karim Kebir, quand on a une carrière comme la vôtre ou quand on tente de continuer à faire son travail aussi dans un pays où c'est compliqué, on voit aujourd'hui que toutes les presses TV, presse écrite, elles vont dans le même sens. Très peu les débats contradictoires sont quasi nuls. Certains parlent même de la fermeture totale du champ médiatique. Comment on peut travailler dans la presse avec notamment un système autour de la NEP, changement de direction une nouvelle fois, une cinquième, sixième fois sous Abdelmadjid Tebboune, le monopole, comment vraiment être libre lorsqu'on on est financé par le pouvoir? Écoutez, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'existence d'un système médiatique. Nous avons, comme vous l'avez dit, des télés, des journaux, des sites et tout ça. Mais comme leur survie, elle ne dépend pas de la qualité du produit qu'ils proposent aux lecteurs, mais plutôt par le degré d'allégeance. Et cette allégeance, elle se fait par le biais justement de la rente. Le problème numéro un, de mon point de vue, de la presse algérienne, c'est d'abord ce lien qui a été pratiquement institué par les autorités, ce lien d'argent. Et le monopole de la publicité, il est fait justement de telle sorte à ce que c'est le financement, c'est-à-dire le nerf de la guerre, le financement des médias, il dépend du degré de votre allégeance. Donc, or la presse, pour qu'elle soit professionnelle, pour qu'elle soit crédible, pour qu'elle produise, même s'il doit avoir ses financements d'un groupe, mais elle doit avoir cette autonomie financière qui ne la lie pas justement aux autorités. On pouvait à la limite, s'il y avait cette volonté justement de laisser le champ s'exprimer librement, à la limite on pouvait instituer une aide à la presse, qui se fait d'ailleurs même dans les pays démocratiques, une aide à la presse, aux médias, parce que c'est l'un des fondements de la démocratie. C'est-à-dire avoir une presse crédible, ouverte, qui peut organiser des débats, qui peut soumettre à critique certaines politiques gouvernementales, débattre sur les lois. On pouvait, à la limite, faire une aide à la presse qui est votée par le Parlement et les distribuer en fonction des critères de compétitivité, c'est-à-dire des médias qui sont performants. Et c'est les lecteurs qui, en dernier ressort, vont décider de la survie ou non d'un journal ou d'un média. Or, ici, ce n'est pas le cas.
comme vous l'avez cité d'ailleurs, il y a des journaux que vous ne retrouvez même pas sur les étals, mais qui bénéficient de la publicité, parce que ça dépend des rapports personnels entre ceux qui détiennent ces médias et certains cercles de pouvoir. Donc, ce lien fait qu'aujourd'hui, que tous les journaux, et je vais aller même plus, même jusqu'à un passé récent, certains journaux qui ne dépendaient pas justement de cette publicité publique et qui recevaient leurs annonces des groupes privés, par exemple, ou de biens, ils ont eu des pressions indirectement, c'est-à-dire on fait la pression sur les annonceurs. C'est-à-dire vous avez une société qui a l'habitude de vous donner des annonces parce que vous êtes un journal crédible, eh ben, ils lui font un redressement fiscal. C'est-à-dire, donc indirectement, ils ont même cette dépression sur les annonceurs de telle sorte à ce qu'ils ne donnent pas aux médias qui ne s'inscrivent pas dans la ligne du pouvoir. Donc aujourd'hui, on est réduit à cette situation où tout le monde, pour survivre, doit justement montrer patte blanche, c'est-à-dire de répercuter, si vous voulez, le discours officiel. C'est pourquoi, chaque matin aujourd'hui, si vous consultez la presse chaque matin, vous allez voir que pratiquement, ce sont toutes les mêmes informations qui circulent. Écrites peut-être de la même manière. Alors, est-ce que vous m'entendez, Karim Kebir? Alors, peut-être qu'on vous a perdu. Oui. Voilà, on va essayer de vous rappeler, cher Karim Kebir. Azdin Toumi, troisième partie, mais en fait, tout ça, c'est lié. On parle maintenant effectivement de cette période de politique intérieure. Hein. On en parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs, aussi avec cette APS et encore cette sortie en début de semaine. 2024 arrive. On a un pouvoir qui continue sa feuille de route, qui, pour l'instant, alors on ne sait pas trop si les élections ont lieu, des élections effectivement aujourd'hui qui suscitent aucun intérêt au niveau de la population algérienne, mais il y a toujours ces procès, toujours ces militants qui sont de plus en plus nombreux. Certaines personnalités sont derrière soit doivent aller pointer régulièrement, sont sous contrôle judiciaire, d'autres sont plus jeunes et on prie encore, on en citera quelques exemples tout à l'heure. La justice aujourd'hui, dans le silence, elle continue à faire ce travail de répression. Ce sont toujours ces détenus d'opinion, ces hirakistes aujourd'hui qui, malheureusement, et d'ailleurs souvent avec des procès qui sont de plus en plus reportés. On se pose aussi la question, pourquoi est-ce que cette justice, elle ne fait pas son travail pour soit libérer, soit au moins que les Algériens, les Algériennes sous contrôle judiciaire soient fixés. Azdin Toumi. Le pouvoir, il essaye de prolonger le plus possible ce climat de terreur et de peur qu'il a instauré pour que le peuple algérien ne revendique pas la démocratie ou recense à sa volonté d'aller vers le changement. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu... il y a un grand nombre de militants, d'hommes politiques, donc Alors, Azdin Toumi, apparemment, on vous a aussi perdu. On va essayer de vous rappeler en remerciant les équipes en régie. Hamid Lelou avec nous. Bien, écoutez, je reviens à vous sur cette actualité dont on parlait aussi cette semaine. Voilà, je le disais tout à l'heure, donc le 7 mars, il y a 48 heures, donc 8 ans de prison ferme contre des détenus d'opinion. Boualem Boudissa, l'universitaire Abderrahim Kana ou Mahfoud Bedrouni ou Youssef Lebiar, par exemple. C'est un pouvoir qui, voilà, d'un côté continue sa feuille de route et dans une logique en passant des messages qu'on peut lire maintenant où tout va bien pour l'Algérie, le peuple est protégé, mais d'un côté, ces détenus d'opinion, malheureusement, sont toujours sous contrôle judiciaire, ces procès sont toujours présents. Une réaction là-dessus? Et la position du pouvoir, parce que je sais aussi que je dois vous libérer, est-ce que quelque part, il n'a pas crainte? Est-ce qu'il n'est pas fragilisé? Est-ce qu'il n'a pas que seul moyen aujourd'hui
de faire face à ce peuple qui est en effervescence et qui veut toujours ce changement de système? Chaban, Oui, je vous entends. j'ai dit je vais vous surprendre et certainement beaucoup de vos téléspectateurs parce que ce genre de comportement du régime, cette violence politique du régime est un indicateur de la bonne santé du Hirak. Vous allez me dire, mais vous parlez de quoi? Ben, je parle des choses réelles et concrètes. Si le Hirak ne continuait pas, s'il n'y avait pas de Hirak, s'il n'y avait pas d'opposition réelle sur le terrain, s'il n'y avait pas les militants qui sont engagés en dépit des poursuites judiciaires, en dépit de toutes ces pressions, ben le régime se sentirait à l'aise, il n'aurait pas besoin d'avoir recours à cette répression. Si le régime continue à faire répression sur le peuple, sur des individus qui font un post sur Facebook, sur des militants qui continuent à s'engager politiquement, qui demandent les libertés, même pas fondamentales, les minimales. Et pourtant, le régime réagit avec cette force, avec cette brutalité, c'est parce que l'opposition algérienne, elle est réelle, elle est en bonne santé. Peut-être qu'on ne voit pas les grosses manifestations avec tout le peuple qui sort, ça reviendra peut-être, j'espère, et je pense que ça va revenir. Mais le militantisme et le combat politique ne se limitent pas à ça. Et il se limite aussi à des actions qui sont faites par des individus, par des petits groupes à droite et à gauche. Et croyez-moi, si le régime se sentait à l'aise, se sentait non menacé par les actions de ces individus, il ne réagirait pas avec cette brutalité. Donc je dis au peuple algérien, bonne nouvelle, tant que le régime continue à se comporter de cette manière, eh ben, ça dénote de l'importance de l'engagement de nos politiciens, de nos activistes algériens, connus ou pas connus. Et d'ailleurs, cet engagement, vous le voyez aussi même à l'extérieur, il n'y a pas qu'en Algérie. La pression, elle est grande, surtout sur nos militants qui se trouvent en Europe et en particulier en France. Et malgré tout ça, l'engagement continue et les gens continuent à aller de l'avant et à porter le message de 2019, tous ces messages-là sont d'actualité, ils continuent. Maintenant, peut-être la forme du militantisme a changé ou a évolué parce que les conditions sont différentes. Mais moi, je dis, c'est ce que je dis à nos compatriotes, c'est une bonne chose. Tant qu'il y a cette violence politique de la part du régime, eh ben, ça dénote de l'importance de notre résistance et surtout de notre résilience et surtout de la bonne voie sur laquelle nous continuons à ce jour. Merci Hamid Lelou d'avoir été avec nous. Je sais aussi que vous êtes attendu pour une autre émission, directeur de Run for Democracy in Algeria. Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous. Azdine Toumi est de retour. Dans un instant, on va retrouver aussi Karim Kebir. Azdine Toumi, donc je parlais à la fois voilà de cette double Algérie, des Algériens qui ont un quotidien de plus en plus difficile. À la fois, il y a un pouvoir qui continue comme si de rien n'était à tous les niveaux. Qui est même en lice pour apparemment pour 2024. Mais voilà, c'est toujours est-ce qu'on peut parler toujours de la même stratégie, la même logique du pouvoir, pas de manifestation, même pour la Palestine, sachant qu'aujourd'hui à Paris quand même ils étaient très nombreux à manifester. Comment vous pourriez qualifier ce climat aujourd'hui, ce pouvoir qui de plus en plus intimide? Les sentences tombent, des années de prison ferme pour des jeunes, des figures emblématiques qui parfois sont aussi des mentors ou des représentants qui sont sous contrôle judiciaire, ou des journalistes comme Ihsan par exemple, qui est toujours derrière les barreaux. Azdine Toumi. Le pouvoir n'a pas changé de stratégie et il utilise toujours les mêmes mécanismes. D'abord avec une répression féroce.
contre les militants, les hommes politiques, les associations, toutes les voix discordantes, elles sont sous la foudre du pouvoir. Après, pour le reste, c'est la propagande, le mensonge avec un discours complètement en décalage avec la réalité. Et ça, je pense que le peuple algérien, je parle pas en son nom, mais en majorité, je pense qu'il n'est plus perméable à ces mensonges, à ces propagandes. Le peuple algérien aujourd'hui ne croit qu'au quotidien qu'il vit chaque jour. Après, il y a cette politique de distribution de la rente, comme tous les régimes d'avant, dans l'espoir, avec des augmentations, une allocation chômage, voilà, dans l'espoir de mobiliser certaines catégories de la société en vue des élections 2024 ou autres. On connaît pas leur projet. Peut-être c'est un autre mandat pour le chef de l'État, peut-être c'est autre chose, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de transparence, ni dans la gestion politique du pays, ni dans la gestion économique, financière et autres. Donc aujourd'hui, le pouvoir, en tout cas, il nous a mis face à une impasse politique. Et une impasse politique d'abord par rapport à lui, parce que vouloir continuer à maintenir le régime actuel avec à sa tête les personnes qu'on voit aujourd'hui, moi je pense que ça déjà c'est un échec, parce que tous les Algériens savent que ça n'a mené à rien du tout, voire une régression à plusieurs niveaux dans notre pays. Donc vouloir continuer, c'est d'abord un échec. Donc, si le pouvoir ne trouve pas une autre alternative, c'est un signal que le régime il est dans une grave crise, parce que dès le début, cette crise, elle date pas d'aujourd'hui, elle date déjà depuis 2014 déjà, voire avant, depuis la maladie de chef de l'État Bouteflika. Et depuis ce temps-là, il n'arrivait pas à trouver le moyen de se régénérer, d'aller de l'avant. Donc, il pataugeait, il n'arrivait pas. Donc, ça a généré une lutte de clans interne, etc. Et on a vu le résultat. Donc, je pense qu'il ne trouve pas de solution. Même maintenant, il est face au même problème. Donc, voilà, il va tenter un coup de force avec un mensonge, avec de la triche, avec manipulation des élections, comme d'habitude. D'ailleurs, ça a commencé on voit sur la scène politique, au moment où on ferme la scène politique à un tabou, à un blabès et d'autres. Par contre, on laisse des charlatans et on laisse des clowns politiques remplir les espaces à travers que ce soit avec des pseudo-hommes politiques ou des pseudo-partis qui ne représentent pas ils n'ont pas d'ancrage dans la société, et des influenceurs, des youtubeurs, etc., qui sèment la haine, le niveau est tellement tiré vers le bas que ça y va de ce qu'on disait depuis tout à l'heure, de cette image de l'Algérie qui a été ternée partout. Il y a aussi avant de retrouver Karim Kebir pour les dernières minutes, il y a aussi cette justice. Dans un pays, la justice est primordiale, peu importe qui accuse et pourquoi et comment, mais on en parlait cette semaine aussi, est-ce que cette justice, quelque part aujourd'hui, elle est pas utilisée, c'est pas un outil de répression aussi dans le silence? D'abord, ces procès de tous ces jeunes sont souvent reportés, jeunes ou moins jeunes, ou personnalité ou pas personnalité d'ailleurs. Voilà, la question de la justice aujourd'hui se pose aussi en Algérie. C'est une justice qui est toujours manipulée du téléphone, dominée, dirigée aussi dans un sens. Asdine Toumi, c'est un pouvoir qui a envie d'entretenir aussi un peu tous ces procès pour peut-être question vraiment, mais faire comprendre au peuple, voilà, d'autres journalistes, militants sont derrière les barreaux ou en instance judiciaire, donc faites attention à vos sorties, par exemple, sur les réseaux sociaux. La justice n'a jamais été indépendante. Cette question, elle revenait à
à chaque étape de combat qu'avait mené le peuple algérien dans les années 80, 90, 2000 et aujourd'hui. La question de la justice revient. Donc, c'est un pilier d'un état de droit et d'une démocratie que la justice soit indépendante. Malheureusement, elle est complètement instrumentalisée, notamment depuis le Hirak, depuis le mois de juin 2019. C'est devenu carrément un instrument qui a été utilisé par le régime pour faire taire toutes les voix, pour casser le Hirak. L'objectif principal n'étant pas de poursuivre Flan X ou Y. Si tout était en relation avec le Hirak, les personnes qui avaient de l'aura, qui avaient de l'influence, qui étaient écoutées, etc. Donc, il y avait même sur le plan géographique, donc par région et puis par secteur, soit syndicalistes, en politique, etc. Donc, mais l'objectif principal était de comment casser le Hirak. Donc, le régime, il est toujours dans cette lutte contre le Hirak parce que il sait pertinemment, comme l'a dit Hamid, le fait qu'il soit aussi agressif qu'il est aujourd'hui, qu'il continue de l'être d'ailleurs, ça c'est un signe que les rapports qui remontent au pouvoir, c'est des rapports qui disent que le peuple algérien à aucun moment n'a abandonné sa volonté d'aller vers le changement, certainement parce que c'est une volonté profonde. Le ras-le-bol était tel en 2019 que le peuple algérien était complètement conscient, contrairement à ce que les gens disent que le peuple, on l'a fait sortir, etc. Moi, je ne suis pas un historien, peut-être un jour l'histoire va remettre les choses en place, mais en tout cas, le peuple, dans sa majorité, était dans la rue et il a revendiqué le changement. Le changement n'est pas au rendez-vous 4 ans après ou 5 ans après, il n'est toujours pas là. Je ne vois pas comment le peuple algérien puisse renoncer à son combat c'est une erreur stratégique de la part du régime s'il croit que le peuple algérien a renoncé à sa volonté d'arriver vers le changement ou a abandonné son combat. C'est une question de temps et c'est pour ça que nous disons que le coup de force que tentera de faire ce pouvoir d'ici 2024, c'est un coup de force peut-être qui ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, la société a changé, la mentalité a changé. Ce n'est plus les générations d'avant. Voilà, je pense que la prise de conscience dans la jeunesse algérienne, dans le peuple algérien est telle qu'aujourd'hui, le peuple algérien n'est plus perméable aux manipulations et aux mensonges du régime. Azdine Toumi, merci d'avoir été avec nous, opposant politique, analyste politique. Merci infiniment pour votre présence. Karim Kebir, on va terminer l'émission avec vous. Alors, selon Amnesty International, sachez que sur les 2 dernières années, une douzaine de journalistes, algériens, journalistes algériens, sont poursuivis par les autorités algériennes, arrêtés et placés en détention. Sur ces 24 derniers mois, et puis c'est toujours ce qui est dénoncé selon plusieurs ONG, chercheurs, penseurs, c'est ce 87 bis où souvent les militants sont qualifiés notamment de terroristes. Les atteintes à la sûreté nationale, les atteintes à l'unité nationale, l'outrage, l'incitation, rassemblement non armé, interdiction de manifester. Enfin, ce sont des chefs d'accusation qui reviennent souvent. Karim Kebir, on termine avec vous un peu sur cette question. La gouvernance, le pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune est toujours tout de même un peu dans sa feuille de route. D'un côté, il continue son chemin de son mandat. On parle peut-être un peu plus maintenant, on en parlait cette semaine des élections avec la sortie de certains, mais certains parlent encore de ce climat, de cette situation, de cette société verrouillée où les militants sont encore malheureusement sous contrôle judiciaire et plusieurs n'ont pas encore vu d'avocat et personne depuis plusieurs mois. Oui, de toutes les façons, on a raté, je pense l'Algérie a raté une opportunité historique avec le mouvement populaire pour engager un véritable débat, c'est-à-dire quand même lever les entraves administratives, politiques sur les médias, sur les partis politiques, sur le mouvement associatif, sur les syndicats. Je crois que c'était faisable
Malheureusement, C'est pas fini? On a pris l'option d'une solution sécuritaire. Et là, ça interroge quand même, ça questionne pourquoi cet entêtement, ce refus à aller vers le changement. Ce qui est plus délicat aujourd'hui, c'est qu'on a complètement atomisé la société, c'est-à-dire même pour le pouvoir qui demain il aura des difficultés, il n'a même pas de relais dans la société avec qui discuter, parce qu'ils ont cassé les partis, donc les mouvements associatifs, les syndicats, regardez l'arsenal juridique qu'ils ont élaboré, qui ne permet même plus aux syndicats de s'organiser, du mouvement associatif. Et dans ce climat, aller à des élections, personnellement, je ne vois pas comment d'abord ils vont susciter l'adhésion de la société avec toutes les difficultés d'abord quotidiennes au plan économique et en même temps au plan politique. Donc il y a cette forme de démission qui est préjudiciable à la vie politique. Et le deuxième des choses, c'est qu'il risque d'être tenté, comme d'habitude, de reproduire les mêmes schémas qui ont conduit aux mêmes situations. C'est-à-dire, au lieu de saisir l'opportunité du Hirak pour aller à de véritables réformes, à un véritable changement, on a préféré plutôt aller vers le verrouillage. Et ça, malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, en tout cas, beaucoup le disent, c'est que le risque, si d'aventure, ils n'auront pas la capacité à assurer le véritable développement, parce que maintenant, s'ils ont la capacité avec le personnel qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'il faut le dire aussi que l'essentiel des compétences, l'essentiel de ceux qui pensent d'une Algérie ouverte, l'Algérie demain, ils sont à l'extérieur, on les a ou bien isolés au plan interne, ou bien on les a poussés à l'exil. S'ils réussissent donc le développement, donc de grand bien leur face, ça va se répercuter sur tout le monde, comme le font peut-être un peu les aujourd'hui, parce que c'est leur modèle en tout cas, comme le font un peu les Chinois, comme le font un peu les Turcs. Mais s'ils ne réussissent pas, c'est que la difficulté, on sera exposé quand même encore une fois à des complications qui risquent d'être violentes. Parce que comme je l'ai dit, c'est que nous avons cassé les ressorts de la société, c'est-à-dire les relais les médiateurs, les instruments de médiation, on les a cassés. Et ça, pour les reconstruire, il faut une ouverture, il faut un changement du cadre juridique. Et ça, malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas de signe de cette volonté justement d'aller vers cette ouverture. Et la meilleure preuve, c'est, comme vous l'avez évoqué, et comme l'évoquent tous nos amis, c'est encore une fois la persistance des arrestations, c'est le fait que des journalistes sont encore emprisonnés, il y a des détenus d'opinion qui sont emprisonnés, une opposition qui est interdite d'antenne sur les plateaux télé et une fermeture et un verrouillage à tous les plans. Merci infiniment, merci cher confrère, merci Karim Kebir, journaliste en Algérie, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est le 441e jour pour Hassan Al-Qadi qui est en prison derrière les barreaux, mais ils sont plusieurs vraiment à être sous contrôle judiciaire. Mohsen Bella Abbas, Hatman Majoud, Ali Belhadj qui ne peut pas du tout sortir de chez lui, serait-ce que pour se déplacer. Karim Tabou, on en parle souvent, le militant Nordine Katmi, Tajadid, entre autres Abdelaziz Mokri par exemple, même Zoubida Assoul qui se porte candidate et aussi avec la justice, entre autres Abdelawab Farsawi ou Fethi Ghares, entre autres. On a une pensée vraiment pour tous les militants d'opinion et les détenus qui sont derrière les barreaux. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, El Oumq, c'est Jamel Din Taleb, si je ne me trompe pas, que je salue. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Prenez soin de vous.